Bonjour à tous. À travers les âges, les gens ont observé le ciel nocturne étoilé, à la recherche de réponses. Même de nos jours, beaucoup de gens croient encore que les constellations ont une influence particulière sur nos vies. D'autres adoptent les nouvelles technologies et envoient des signaux dans l'espace, dans l'espoir de recevoir la sagesse et l'aide d'extraterrestres plus avancés. Peut-être que ces extraterrestres nous observent depuis le début, attendant patiemment le moment où nous pourrons leur parler d'égal à égal. Relax. 1979, à la périphérie de Wrangell, en Alaska, un groupe de bûcherons termine leur travail pour la journée et rentre chez eux dans 2 pick-up. Dans la première voiture, la radio commence à faire des siennes et le conducteur n'arrive pas à capter une bonne fréquence, peu importe ce qu'il essaie. Pendant ce temps-là, sur une base militaire voisine, un opérateur radio détecte une activité inhabituelle dans la même zone et alerte les troupes, les incitant à lancer un plan d'interception et à appeler des renforts. Juste à ce moment-là, une force mystérieuse soulève l'une des voitures dans les airs, puis la fait redescendre sur la route, la faisant basculer. L'un des bûcherons, qui se trouvait dans l'autre voiture, se précipite pour aider ses amis à sortir du véhicule renversé. À sa grande surprise, il voit une soucoupe volante massive planer dans le ciel. Les unités militaires se précipitent sur les lieux, mais elles arrivent trop tard. L'OVNI atteint l'homme et émet une lumière vive sur lui, faisant que l'homme ne peut plus bouger avant de l'emmener vers la soucoupe volante. Aujourd'hui, Californie. Isaac Cypress se rend au travail à vélo. C'est un jeune scientifique prometteur qui apporte déjà des contributions importantes à la NASA. Quand il arrive, ses collègues Beck et Greta lui disent bonjour, alors qu'Isaac s'assoit devant son ordinateur. Il se plonge dans l'étude des données liées à l'orbite de la Terre. Pendant leur temps libre, Isaac et Beck ont imaginé un jeu amusant où ils échangent des signaux et se défient pour déterminer quel satellite artificiel les a envoyés. Mais cette fois, les deux amis détectent un signal inhabituel au-dessus du Canada, dans une zone où il n'y a pas de satellite. Intrigués, les deux amis décident de faire une farce ludique. Paging ET, please phone home. ET, will you phone home? Paging Beck and Isaac. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques rencontrent des interférences radar, et ils ne sont donc pas trop enthousiastes. Tout le monde retourne à son bureau. Tard dans la nuit, Isaac est bien éveillé, et d'un coup, il voit un message étrange à l'écran. Leur station reçoit un paquet de données de cette source très inconnue qu'ils ont contactée. Le message est déroutant, mais une chose est sûre, il ne vient pas d'un satellite. Le lendemain, Isaac rencontre une thérapeute pour parler de ses difficultés à se connecter avec d'autres personnes. Bien qu'il ne considère pas ça comme une préoccupation majeure, il s'inquiète davantage du contact potentiel avec la vie extraterrestre. Mais pour le moment, il garde cette inquiétude pour lui. La thérapeute lui suggère de commencer à tenir un journal vidéo pour l'aider à mieux gérer ses émotions. Depuis le décès de son père, Isaac traverse une période difficile, incertain de ce qu'il faut dire sur la vidéo. Il s'adresse d'abord aux extraterrestres, puis il parle ensuite à sa famille et à son père qui lui manque cruellement, disant qu'il aimerait beaucoup le revoir, peut-être dans des dimensions parallèles. Un matin, Isaac se dirige vers les montagnes, près de la ville, où il continue d'enregistrer son journal vidéo. À ce moment-là, plusieurs météorites massives traversent soudainement le ciel, attirant l'attention des citadins. L'un de ces météorites s'écrase non loin d'Isaac, suscitant sa curiosité. Il se met à l'abri alors que les militaires arrivent rapidement sur les lieux. Isaac veut filmer des images précieuses, et il se faufile dans les bois pendant que les hélicos planent au-dessus. Peu de temps après, il est pris de court par une scène bizarre. Une soucoupe volante colossale plane au-dessus de la montagne. Isaac filme tout sur son appareil photo. Tout à coup, l'OVNI disparaît dans les airs sans laisser de traces. Essayant de retrouver son calme, Isaac sent que quelqu'un le regarde. Un humanoïde gris apparaît derrière lui. Les mains tremblantes, Isaac appuie sur le bouton d'enregistrement et se prépare au pire. Mais l'extraterrestre se tient juste là, silencieux, avant de partir dans la forêt. Isaac s'enfuit, effrayé. Le lendemain, les nouvelles de la météorite font le tour du monde. Le service d'Isaac est chargé d'étudier les échantillons du site d'impact. Mais le gars ne se présente pas au travail. Isaac se retrouve au bord de la mer, au sommet d'une colline. Il n'a aucun souvenir de la façon dont il est arrivé ici. Isaac jette un coup d'œil à son appareil, où il trouve une vidéo montrant des visiteurs extraterrestres. La vidéo s'arrête juste au moment où le gars commence à flotter et à s'envoler dans le ciel. Il réalise qu'il ne s'est pas enfui et qu'il a été enlevé par ces extraterrestres. Son bras droit douloureux le confirme. À part le fait qu'il se sente un peu épuisé, Isaac a l'air d'aller bien. Il rentre chez lui, où il examine son bras. Bien qu'il aille très bien en soi, il fait toujours mal. Isaac regarde l'écran et d'un coup,
il disparaît sans laisser de traces. Au lieu de l'écran, une étrange distorsion de l'espace apparaît. Isaac commence à remettre en question sa santé mentale. Il teste le phénomène avec sa caméra, qui disparaît aussi dans les airs. Il commence à paniquer, parce que c'était sa seule preuve de la rencontre avec un ovni. En invoquant toute sa force intérieure, il parvient à récupérer l'appareil. Il semble qu'il possède maintenant la capacité de faire disparaître des objets simplement en se concentrant. Isaac se rend à l'hôpital, où on lui diagnostique une simple déshydratation. Mais après un examen plus approfondi, il découvre que la source de la douleur de son bras est une fracture. Les rayons X révèlent une fissure exceptionnellement droite et fine, presque aussi fine qu'une mèche de cheveux. It appears as though your arm was perfectly cut all the way through. Mais il n'y a pas de cicatrice ou de signe d'intervention extérieure sur la peau. Le médecin promet d'étudier la radiographie plus en détail et de le rappeler. Isaac retourne au travail, où il essaie de montrer ses nouvelles capacités à Beck, mais il n'y arrive plus. Isaac doit se concentrer très fort, puis le verre disparaît. Mais Beck le voit toujours et le ramasse calmement avec sa main. Stared at it for 5 minutes and then I don't know what that was. No, I mean, it disappeared. Perplexe, Isaac décide de montrer les images des extraterrestres qu'il a filmées à Beck. Cette fois, Beck et lui assistent à la même scène étonnante. Beck est prise de court et elle demande où Isaac se trouvait ces 3 derniers jours. Isaac réalise soudainement que cette période est complètement effacée de sa mémoire, ce qui le terrifie grandement. Greta revient avec quelques données sur les échantillons de météorites. Ils n'ont pas pu trouver de fragments ou de traces de métal qui sont généralement présents sur les sites d'impact. C'est presque comme si les rochers avaient tout simplement disparu. De plus, la seule preuve vidéo de la chute de la météorite ne sont que des images de téléphone portable. L'une de ces vidéos a fait son chemin sur le web d'une revue scientifique, recueillant des millions de vues. Quand Isaac entend parler de ça, il se précipite pour télécharger sa propre vidéo sur le site web, l'appelant « Enlèvement extraterrestre ». La vidéo devient rapidement virale, attirant l'attention des journalistes qui commencent à enquêter sur l'histoire. Le lendemain matin, Isaac reçoit un appel téléphonique avec une invitation à une interview télévisée, et sa boîte de réception est inondée d'offres similaires. Mais l'excitation et la surprise ne sont pas les seules réactions des téléspectateurs. Un nombre important de personnes remettent en question l'authenticité de la vidéo, laissant des milliers de commentaires accusant Isaac d'être un fraudeur, l'insultant ouvertement. Isaac est extrêmement anxieux, car il n'a jamais été sous les projecteurs auparavant. Mais son besoin irrésistible de partager la vérité l'oblige à se présenter pour une émission en direct dans un studio. Une présentatrice gentille l'accueille, et Isaac raconte nerveusement son histoire aux caméras. Il est un peu troublé, et il bégaye en parlant. La journaliste attend patiemment qu'il termine avant de passer à l'offensive, avec une série de questions pour approfondir. Elle se méfie du fait qu'il était seul dans les bois, avec un appareil photo. Malgré sa timidité, Isaac parle aux téléspectateurs de son journal vidéo. La présentatrice mentionne ensuite son expérience en tant que programmeur informatique et demande s'il aurait pu créer la vidéo sur un ordinateur. Ça énerve Isaac, qui jure passionnément qu'il dit la vérité. Il regrette déjà d'avoir accepté l'entretien. Dans les jours qui suivent, le monde entier en discute, disséquant chaque détail pour générer plus de vues et de battage médiatique. Oh, come on. In this case, there's no way to know, and so it's not viable evidence. This is just a kid seeking attention, and that's all. Isaac se trouve profondément frustré que personne ne le croit. Maintenant, il ne peut même pas sortir sans attirer l'attention sur lui. La majorité des gens doutent de son histoire. Sur une autre chaîne de télé, il voit un imposteur qui prétend avoir aidé Isaac à créer les fausses images de l'enlèvement. Isaac commence à parcourir Internet, à la recherche d'autres personnes qui ont partagé leur histoire de rencontres avec des ovnis. Il est particulièrement intéressé à trouver des informations sur les douleurs au bras et les fractures inhabituelles visibles aux rayons X. Étant donné qu'Isaac n'a pas encore divulgué ces détails au public, il semble essentiel pour trouver des histoires crédibles. Finalement, il contacte un utilisateur qui présentait les mêmes symptômes et il accepte de se rencontrer dans un café local. Plus tard, alors qu'Isaac attend, il se sent soudainement étourdi et tout autour de lui commence à décoller du sol. Quand la serveuse demande ce qu'il a commandé, l'expérience étrange s'arrête brusquement. Peu de temps après, une fille nommée Sarah apparaît. Au début, elle agit comme si rien d'inhabituel ne lui était arrivé. Les visiteurs extraterrestres semblent avoir altéré sa mémoire. Quand Isaac lui montre la vidéo, ça ne rend pas les choses plus claires. Mais étant un partisan des théories du complot, il commence à énumérer divers cas de rencontres extraterrestres sur Terre. L'expression sur le visage de la fille change, et elle se souvient d'avoir entendu parler d'un enlèvement extraterrestre de bûcherons en Alaska. Elle dit qu'elle a plus d'infos sur son ordi, avant de se souvenir qu'après que le témoin ait partagé son histoire, il a disparu sans laisser de traces. Ça semble être la principale raison pour laquelle Sarah hésite à discuter ouvertement de sa propre expérience. Elle ne veut pas rester longtemps et part, mais elle promet de rester en contact. Pendant ce temps-là, un vieil homme inconnu, entouré d'appareils radio,
capte un signal suspect de l'espace. Un sourire apparaît sur son visage. Quelques jours plus tard, Sarah appelle Isaac et partage des détails sur l'enlèvement qui s'est produit en Alaska. Le nom de la victime est Carl Meisner, et il a même passé un test polygraphique de mensonge. Pendant ce temps-là, Isaac tombe sur un autre rapport qui ternit sa réputation. Frustré par la désinformation, il décide d'envoyer des copies de sa vidéo à diverses organisations intéressées par la recherche extraterrestre. Le lendemain, Isaac porte une pile de lettres à la boîte aux lettres et les fait tomber sur le trottoir. Un gentil étranger vient l'aider et reconnaît Isaac. Cet inconnu, Case Oberman, est un écrivain qui a également un blog en ligne. Il tend sa carte de visite à Isaac, suggérant qu'ils travaillent ensemble pour remettre les pendules à l'heure pour le public. Isaac est toujours dérangé par les médias qui le dépeignent comme un menteur, ce qui l'incite à contacter Kiss le lendemain. Kiss organise la réunion dans un gratte-ciel imposant. Alors qu'Isaac se présente, la réceptionniste le guide jusqu'au bureau de l'écrivain, où Kiss le salue chaleureusement. Kiss suggère à Isaac de passer un test de détecteur de mensonges, puis de partager les résultats dans l'article, ce qui aiderait à convaincre les sceptiques. Isaac accepte volontiers, et Kiss configure rapidement l'appareil, le reliant à un ordinateur portable. Avec le détecteur de mensonges attaché, Isaac répond avec assurance aux questions de Kiss. Quand Isaac décrit à nouveau l'enlèvement, Kiss regarde attentivement l'écran et sort soudainement dans le couloir pendant un moment. À la surprise d'Isaac, deux hommes en costume noir et lunettes de soleil entrent dans le bureau et le retiennent. Isaac parvient à se libérer de leur emprise et part en courant. L'un des agents dégaine un pistolet et neutralise Isaac avec un étrange faisceau bleu. Quand Isaac se réveille, il se retrouve escorté par des androïdes vêtus de combinaisons et de casques propres et blancs. Ils le conduisent dans une pièce blanche, impeccable, et le fixent sur une chaise. Alors qu'il jette un coup d'œil vers la porte, il est surpris de voir que Sarah a également été appréhendée par les agents des services secrets. Ou peut-être que ce sont encore des aliens. Isaac est dans un état de panique alors qu'il lutte pour comprendre ce qui lui arrive. Une chose devient parfaitement claire. Il a des ennuis. Un écran devant lui scintille, révélant Kiss qui se présente comme l'agent Graves. Kiss poursuit en expliquant que la détention d'Isaac est essentielle pour le bien public et l'avenir de l'humanité. Isaac n'est pas le seul à avoir été enlevé par des extraterrestres et il devra maintenant subir une série de tests. We just ask that you remain compliant, and this will go smoothly for everyone. Les androïdes scannent le bras droit d'Isaac et y trouvent un dispositif de suivi. Graves demande ensuite à Isaac de se concentrer sur les objets pour tester ses capacités. Isaac les regarde comme il l'a fait avec la caméra et l'écran, mais il ne se passe rien. Graves est déçu. Par la suite, il demande ce qu'Isaac sait de Carl Meisner et de la Colombie-Britannique, l'une des provinces du Canada. Pour une raison quelconque, l'agent suppose qu'Isaac et Carl se sont rencontrés. Isaac a peur et dit à Graves qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle et qu'il ne veut plus respecter ses règles. Il tente de se libérer et réussit, puis il assomme les deux androïdes, dont l'un commence à fuir d'un liquide incandescent de sa tête. Isaac se précipite dans le couloir, où il trouve Sarah et la libère. Ensemble, ils commencent à courir, esquivant les androïdes qui leur tirent dessus. Isaac parvient aussi à attraper des armes des gardes. Mais maintenant, toutes les portes sont bloquées. Isaac utilise ses pouvoirs pour ouvrir la sortie, et il se retrouve dans un village dans la jungle. Un wagon passe. Visiblement, ils sont très loin de chez eux. Graves ordonne de les suivre, espérant qu'ils le mèneront à Carl Meisner. Les androïdes se mettent sur des motos pour aider les agents dans leurs recherches. Isaac et Sarah trouvent un café local et réalisent qu'ils sont au Costa Rica. D'après ce que Graves a dit, Carl Meisner en sait peut-être plus sur tout ce qui se passe. Ils doivent le trouver. Isaac demande à la barmaid où il peut accéder à Internet. Elle l'envoie au village voisin, chez un homme nommé Z. Quand ils arrivent là, Z ne croit pas qu'Isaac lui dit son vrai nom. Look, I need to let you know up front that you need to be 100% honest with me. If you tell me one wrong thing, I can't help you. Le pirate cherche le nom d'Isaac sur Google, puis accepte de l'aider. Mais avant qu'Isaac puisse expliquer ce dont il a besoin, il doit exhorter tout le monde à se cacher des androïdes qui viennent d'apparaître à proximité. Ensemble, le trio parvient à se glisser dans la jungle. Là, Isaac et Sarah apprennent de Z que les poursuivants sont en fait des agents du Programme international de recherche spatiale, une division secrète des Nations Unies. Z sait beaucoup de choses, et il fait de son mieux pour rester discret face à ces agents secrets, se déplaçant souvent d'un endroit à l'autre. Finalement, ils arrivent dans une cabane isolée, nichée au milieu de la cime des arbres, où ils peuvent se reposer un moment. Sarah et Isaac font une petite pause, profitant de la vue magnifique depuis le balcon. La fille admet qu'elle avait vu Isaac aux infos avant qu'ils ne se rencontrent au café. Elle garde son histoire d'enlèvement secrète, essayant de ne le partager avec personne. À l'époque, elle séjournait dans le chalet de son oncle et de sa tante, et ils sont sortis un soir. Sarah a entendu un grondement étrange à l'extérieur.
Mais elle n'y a pas prêté plus d'attention que ça, et elle est juste partie au lit. Quand elle s'est réveillée, il était 2 heures du matin, et son oncle et sa tante étaient paniqués. Il s'est avéré qu'elle avait disparu depuis 2 jours, et que des équipes de recherche balayaient la région. Évidemment, personne ne l'a cru quand elle a mentionné l'objet étrange dans le ciel. Elle a cherché sur internet, et elle a trouvé des gens qui avaient eu des expériences similaires. Isaac sait très bien ce que ressent Sarah. Personne ne croyait non plus à l'histoire de Sarah. Les gens pensaient qu'elle s'était enfuie, juste pour attirer l'attention. Pendant ce temps-là, Z commence à chercher des informations sur Carl, mais il n'y a presque rien sur lui sur internet. Puis Isaac se souvient du signal qu'il a reçu d'une source inconnue au travail. Il vérifie la zone par les coordonnées, et il découvre une cabane au milieu de nulle part avec une connexion internet. Carl Miesner se cache à l'intérieur, entouré de son équipement. Ils essaient de mettre en place un appel vidéo avec Carl. L'homme voit quelqu'un nommé Z l'appeler, et il répond. Isaac essaie de lui parler, mais Carl le raccroche immédiatement. Les jeunes hommes tentent une 2e fois de le contacter, et Isaac explique rapidement ce qui se passe à Carl. L'histoire de l'enlèvement attire l'attention de Carl, mais il est encore plus surpris que les données de sa cachette aient atteint la NASA. Il demande à lui envoyer les données, et Z les télécharge à partir du serveur de la NASA. Carl le convertit en signal audio. Le message extraterrestre est décrypté. We are coming Thursday, October 21st, 4 p.m. Carl note les coordonnées exactes mentionnées dans le message, et il s'avère que les extraterrestres arriveront près de sa cabine dans 5 jours. Carl dit à Isaac de faire profil bas et de s'abstenir d'utiliser des gadgets pour éviter d'attirer l'attention des agents. Ensuite, Carl met fin à l'appel, ce qui rend impossible de le joindre à nouveau. Isaac veut tout de suite partir au Canada, mais Sarah trouve l'idée un peu trop extrême. Du coup, Isaac insiste sur le fait qu'il deviendra fou et qu'il ne passera plus jamais une bonne nuit de sommeil s'il ne dévoile pas ce mystère. Z et Sarah acceptent de l'aider. Tous les 3 commencent leur voyage en partant du Costa Rica dans un petit avion. Ils survolent l'océan en direction de la Colombie-Britannique. Pendant ce temps-là, Graves les repère grâce à la technologie satellitaire et il appelle des renforts. Au Canada, les amis montent dans un train. Sur le chemin, Isaac pose des questions sur la bague de Sarah. Son oncle le lui a donné, pour qu'elle se souvienne toujours qu'elle est aimée. Isaac parle de ses études et de son travail. Z remarque des androïdes sur les motos par la fenêtre. Les androïdes parviennent à rattraper le train. Ils se glissent à l'intérieur. Les amis se précipitent dans les vestibules, où Z sort des masques spéciaux pour brouiller la reconnaissance faciale des robots. Ils s'assoient tous, mais les androïdes regardent quand même Isaac sous tous les angles. Le pauvre type commence à paniquer, et à juste titre, l'un des robots sort un pistolet, mais Isaac esquive le tir. Le trio part rapidement et monte sur le toit. L'un des androïdes les suit, mais il s'écrase sur un obstacle. Z donne un coup de pied à l'autre, le jetant dehors. Lorsque le train s'arrête, tout le monde descend en toute sécurité, et ils continuent le voyage dans une fourgonnette. Quand ils atteignent la cabine de Carl, les caméras de sécurité cachées dans les arbres repèrent rapidement les invités. Sans hésitation, Carl sort, un fusil à la main. Quand il voit Isaac, il se calme. Have you been deactivated? What do you mean? Is anybody following you? No, it's just us. Le vieil homme prend un gadget spécial et il désactive les dispositifs de suivi dans les bras d'Isaac et Sarah. Les agents perdent immédiatement le signal. Carl invite tout le monde dans la cabine. Les extraterrestres ne seront pas là avant 2 jours. Depuis que Carl a réussi à s'échapper des agents, il est occupé à mettre en place sa station pour capter les signaux des extraterrestres. Au fil du temps, il a trouvé un moyen de convertir les données en sons et de traduire leur langage en quelque chose que les humains peuvent comprendre. À ce moment-là, il écoute un fichier qui contient des conversations interceptées par les extraterrestres qui s'approchent de la Terre. Ces conversations ne sont pas particulièrement passionnantes, et le message révélant la date et les coordonnées exactes de leur prochaine visite est la découverte la plus précieuse à ce jour. C'est peut-être le tout premier échange entre les extraterrestres et les humains, et il y a une chance qu'ils puissent envoyer une autre réponse aux extraterrestres. Isaac demande comment Carl a été enlevé. Le vieil homme dit qu'il conduisait derrière ses amis et qu'il avait vu leur camion se retourner. Il a couru dans les bois où il a senti un impact puissant, un faisceau de lumière. Il s'est retrouvé paralysé et soulevé dans les airs. Il ne se souvient de rien après ça. Il n'y a pas grand-chose à faire dans la cabine, et à l'extérieur, il commence à pleuvoir. Sarah aperçoit un vieux tourne-disque. Carl affirme fièrement que ce tourne-disque appartenait autrefois à Franklin Roosevelt. La fille met un disque de Beethoven. Pendant ce temps-là, les services secrets localisent les fugitifs, et Graves donne l'ordre de les capturer. De retour dans la petite maison, Z est surpris par l'équipement avancé de Carl. And you figured out all this yourself? Just about. Weren't you a lumberjack? Eh bien, le vieil homme est seul depuis des lustres. Est-ce vraiment surprenant qu'il ait trouvé un moyen de parler aux extraterrestres? Isaac et Sarah sont sortis se promener, se souvenant du temps où ils s'étaient échappés des agents. La fille pense qu'ils auraient pu être changés par des extraterrestres. Isaac a même utilisé ses capacités pour déverrouiller les portes de l'établissement. Mais le mystère qui les hante encore,
c'est pourquoi ont-ils été enlevés puis ramenés. Ils sentent tous les deux une sorte de connexion entre eux, et ils espèrent que les extraterrestres auront des réponses. Pour l'instant, ils profitent simplement d'un moment insouciant ensemble pendant qu'ils le peuvent. Quand ils reviennent à la cabane, Carl dit à Isaac de se préparer pour demain. Personne n'est sûr de ce qui va se passer, alors ils doivent être prudents. Plus tard dans la nuit, Sarah reste éveillée, trop excitée pour dormir. Elle appelle Isaac, et ils discutent une fois de plus de l'étrange tournure du destin qui les a réunis. Isaac est heureux que tout se soit passé comme ça. Il a le sentiment que Sarah est la première fille qui le comprend vraiment, et il semble que le sentiment soit mutuel. Le moment fatidique arrive, et la cabane frissonne comme prise dans un tremblement de terre. Isaac se dépêche de sortir à la recherche des extraterrestres, tandis que les autres choisissent de rester à l'intérieur. En se frayant un chemin à travers les bois, il voit l'un des extraterrestres. L'extraterrestre le regarde doucement, et Isaac les interroge sur leur but. Ensemble, ils retournent à la cabane, où Carl active son traducteur. Le visiteur humanoïde précise que dans le passé, ils avaient l'habitude d'enlever des gens pour recueillir des connaissances sur la médecine, la science et la technologie. Mais maintenant, ils sont à la recherche de quelque chose de plus profond, quelque chose qui est hors de leur portée. We search for the origin of the universe. The greatest conceivable existent. Le visiteur extraterrestre a une question pour les humains. Il touche doucement Isaac et il partage des scènes de la Bible liées à Jésus-Christ. Les extraterrestres croient que Jésus est le lien vers l'origine de tout. Les amis parlent ensuite de la religion. Sarah interroge l'extraterrestre sur la fracture de son bras, qui est apparue après l'enlèvement. L'extraterrestre lui met un bracelet, lui fendant le bras à l'endroit de la fracture. À l'intérieur, il y a un appareil qui enregistrait et envoyait des informations aux visiteurs extraterrestres. Les extraterrestres le récupèrent. Isaac, your struggle for proof is impossible in the world where seeing is believing. Les extraterrestres sont arrivés à la conclusion que la foi est le moyen ultime de voir quelque chose et de changer le monde. À ce stade-là, le système de sécurité de la cabane de Carl s'éteint. Les agents sont déjà arrivés à l'entrée et entourent la maison. Les extraterrestres n'ont pas encore retiré le dispositif de suivi du bras d'Isaac. L'agent Graves pose des questions sur le sort de son père, Ronald Graves, qui se trouvait être l'un des bûcherons dans la voiture renversée. Graves pense que Carl a fait quelque chose à son père. Carl sort de la cabine, tenant un fusil de chasse, et lui assure qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à Ronald. Mais Graves se souvient que Carl a échoué au test du détecteur de mensonges, ce qui incite l'agent à donner l'ordre d'ouvrir le feu, faisant effondrer Carl. Sarah court dehors pour l'aider et se fait également tirer dessus. Isaac, quant à lui, reste immobilisé à la table avec son bras fendu en deux, demandant aux extraterrestres de se dépêcher. Les extraterrestres disent à Isaac de se concentrer et d'exploiter ses capacités. Ils disparaissent ensuite dans une autre dimension, laissant Graves impatient alors qu'il ordonne à son équipe d'ouvrir le feu sur la cabane. Isaac se concentre et arrête le temps. Il sauve Sarah, la porte dans ses bras et il revient pour protéger Carl et Zed des rayons tirés par les agents. Pendant ce temps-là, Graves fouille la maison, maintenant vide, ne sachant pas où tout le monde est parti. Les gars se retrouvent soudainement dans une dimension parallèle, où la cabane est toujours là, mais il y a des extraterrestres au lieu des agents. Un toucher doux des extraterrestres ramène Carl et Sarah à la raison. Ils partent ensemble, et une soucoupe volante en vol stationnaire apparaît au-dessus des agents déconcertés. 6 mois plus tard, Sarah et Isaac sont maintenant en couple, et ils vivent une vie tranquille et sans incident au Costa Rica, à l'exception du fait qu'Isaac utilise les capacités que lui ont accordées les extraterrestres. Pendant ce temps-là, Carl et Zed se sont associés, travaillant à distance pour la NASA et nourrissant leur rêve de créer leur propre agence. L'agent Graves, en revanche, a perdu son emploi en raison d'un abus de pouvoir et de l'échec de la mission. À la fin du film, il est mentionné que Zed et Carl sont impliqués dans un projet appelé Zuma. Fun fact, Zuma est un véritable satellite classifié du gouvernement américain. Il a été lancé en 2018 par SpaceX à l'aide d'une fusée Falcon 9 et son développement a coûté près de 3,5 milliards de dollars. Le but du projet reste un secret bien gardé, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles le lancement ne s'est peut-être pas déroulé comme prévu, ce qui suggère que la fusée s'est écrasée ou n'a pas placé le satellite sur son orbite prévue. Le secret entourant Zuma a même conduit à des spéculations selon lesquelles les agences de renseignement auraient délibérément répandu ces rumeurs pour dissimuler la véritable mission du satellite. Mais cacher un tel dispositif en orbite est presque impossible, et les trackers de satellites amateurs ont officiellement prouvé qu'ils n'étaient pas là. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires pourquoi tu penses que les extraterrestres n'ont pas encore pris contact avec l'humanité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci.